troisième séquence de notre forum, sur le thème donc des industries africaines à l'heure de la transformation verte, nous écoutons Monsieur Julien Paluku, ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo. Oui, évidemment, les industries africaines sont tellement prêtes. Déjà, le fait de représenter 4% de la pollution mondiale, ça montre que les autres contribuent à 96% dans la pollution de la planète. Mais l'avantage que l'Afrique a, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que c'est le continent le plus ensoleillé. Donc, comme c'est le continent le plus ensoleillé, c'est qu'il est possible d'y installer les centrales photovoltaïques, c'est-à-dire ceux qui utilisent les solaires avec les panneaux solaires partout. Le deuxième niveau, c'est l'éolienne avec les vents. Les coups de vent qu'il y a à travers l'Afrique permettent effectivement de pouvoir monter les énergies éoliennes. 3, c'est que l'Afrique aujourd'hui regorge des minéraux qui entrent dans la fabrication des batteries électriques en vue de la production des voitures électriques, qui sont des outils qui luttent contre le réchauffement climatique. Donc, à ce point de vue, l'Afrique est un continent mieux que d'autres continents qui s'apprêtent effectivement à contribuer aux énergies vertes, notamment à travers ce que j'ai dit tout à l'heure, les centrales photovoltaïques, mais également l'utilisation des batteries électriques par les minéraux dont dispose l'Afrique. Parce que sur les 15 pays au monde qui disposent des minéraux qui entrent la fabrication des batteries électriques, 8 pays se trouvent en Afrique. Et ces minéraux sont notamment le cobalt, le lithium, le manganèse, le nickel, le graphite, le cuivre et d'autres minéraux qui entrent dans la composition des batteries. Donc, pour moi, je considère que avec l'utilisation de ces différentes sources d'énergie, l'Afrique va même descendre de 4%, peut-être à 2 ou à 1% de la pollution, et mieux que d'autres continents. Le premier défi, c'est d'abord ce que je vais considérer comme une sorte de prise de conscience des dirigeants africains. Vous avez senti que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il a accédé au pouvoir, il a trouvé qu'il était mieux d'organiser ce forum ici, à Kinshasa, pour permettre que tous les leaders africains prennent conscience qu'ils sont à même de contribuer à cette lutte contre le changement climatique. Le deuxième défi, c'est un défi lié à l'électricité. Mais comme vous le savez, la RDC offre encore des solutions, notamment avec la centrale hydroélectrique d'Inga. Il y a déjà des consortiums qui ont été recrutés pour produire autour de 22 000 MW dans la centrale hydroélectrique d'Inga. Donc je crois que ce sont là les deux défis, la prise de conscience des dirigeants africains, mais également la mise en valeur de nos ressources hydroélectriques pour nous permettre d'offrir à l'Afrique et au monde les 40 000 MW qui constituent le potentiel de la centrale d'Inga, mais également les 60 000 MW qui constituent tout le reste du réseau hydrographique disséminé à travers les pays. Donc je considère que la RDC au cœur de l'Afrique constitue, comme disait la vice-première ministre Eve Bazaïba, le pays solution à cette lutte contre le réchauffement climatique, qu'il s'agisse à la fois de l'atténuation ou de l'adaptation à ces changements climatiques. La RDC offre les meilleures conditions de pouvoir lutter contre ces changements climatiques à travers les différentes filières que j'ai évoquées tout à l'heure. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est un projet respectueux de l'environnement de par les composantes qui seront utilisées, parce que ce ne sont pas des énergies fossiles comme en Europe, ou les charbons qui ont été utilisés, parce que comme vous le savez, l'Europe, si elle s'est industrialisée, ce n'est pas des énergies qui n'étaient pas propres. Mais en Afrique, eh bien, nous, on n'utilise pas ces énergies-là. La RDC est le meilleur élève parce qu'il dispose d'un réseau hydrographique le plus dense à travers la planète, avec plus de 200 sites hydroélectriques à part Inga. Et donc, l'avènement des batteries électriques en RDC
rime avec le respect des règles environnementales et ça a été une des conditions réalisées dans l'étude que Bloomberg a pu rendre publique, notamment le respect des normes environnementales, surtout avec ces usines qui vont naître par-ci par-là, notamment à Lubumbashi, à Manono. Je sais qu'AVZ International qui a mené déjà des études sur la zone économique spéciale de Manono, dans la province du Tanganyika, a eu comme condition le respect strict des règles environnementales pour qu'on ne commence pas un projet qui à la fois constitue un élément de pollution de la planète. Donc c'est une garantie suffisante qui rassure tout le monde que la RDC est vraiment respectueuse de l'environnement dans tous les projets qu'elle va entreprendre. Troisième séquence de notre forum sur le thème donc des industries africaines à l'heure de la transformation verte. Pour en parler, j'accueille Sarata Touré-Koné, directrice générale adjointe de CITA. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Soyez la bienvenue. Merci. Et j'accueille également Monsieur Bader Iken, directeur général de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, l'IRESEM. Bonjour monsieur. Bonjour, bonsoir Madame Chen. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes également vice-président de la commission économie verte de la CGEM, le patronat donc marocain, ainsi que coprésident de Plateforme technologique, qui est un pont en fait entre les académiques et le monde socio-économique. Bienvenue donc à tous les deux. Je m'adresse tout de suite à Monsieur Iken. Monsieur Iken, le continent africain ne représente que 4% de la pollution mondiale. Mais alors qu'il est question de faire en sorte que cette proportion reste la moindre possible, les industries africaines sont-elles prêtes pour la transformation verte ? Et autre question, dans la mesure où vous représentez aussi le secteur privé marocain, comment le secteur privé marocain et africain en général s'organise-t-il face à cette nécessaire transformation ? Alors écoutez, oui, vous avez raison, le continent africain est un des continents les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais un des deux continents les plus impactés. Et je pense que nous sommes là très conscients de la nécessité de contribuer justement à contrer le changement climatique. Au niveau national au Maroc, nous avons déjà depuis plusieurs années des stratégies, des plans très clairs pour contribuer à la baisse des gaz à effet de serre. Nous avons consolidé ces objectifs. Donc, à l'horizon de 2030, nous allons et nous souhaitons baisser de 45,5% les gaz à effet de serre. C'est des objectifs conditionnés. Et en même temps, nous avons mis en place plusieurs programmes nationaux pour encourager le déploiement des énergies renouvelables et l'implémentation d'actions relatives à l'efficacité énergétique. Donc, au niveau de la CGEM, la Confédération générale des entreprises marocaines, nous avons une commission dédiée à la thématique de l'économie verte avec plusieurs actions très concrètes. Nous accompagnons les pouvoirs publics, nous accompagnons dans l'élaboration des cadres réglementaires et des stratégies. Nous soutenons aussi les entreprises, les industries marocaines pour justement encourager l'intégration des énergies renouvelables au niveau des différents secteurs, mais aussi l'adoption des mesures d'efficacité énergétique, mais aussi on prépare l'écosystème à l'intégration de nouvelles solutions telles que la mobilité durable, le transport durable, mais aussi des sujets d'après-demain tels que l'hydrogène vert et ses dérivés pour contribuer à décarboner des secteurs industriels qui sont difficilement électrifiables. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui en train de mettre en place au niveau national, je pense que nous avons clairement les ressources naturelles, les gisements, les potentialités pour implémenter et pour positionner, pour un positionnement de tous les pays africains. Nous avons une richesse en ce qui concerne le solaire, en ce qui concerne
l'éolien. Donc, il y a clairement des opportunités pour pouvoir développer justement ces nouvelles filières en créant des opportunités de création d'emplois à travers cette nouvelle économie verte. Très bien, merci beaucoup. Et on le voit, en fait, c'est à la fois une priorité pour les gouvernements, mais également, finalement, pour le secteur privé, qui est tout à fait conscient de l'importance. Et donc, je me tourne vers Sarata Touré-Koné. Vous dirigez donc l'entreprise pionnière en Côte d'Ivoire dans la culture et le traitement de la noix de cajou, dont le pays est le premier producteur mondial. Des PPP, justement, des partenariats publics-privés, sont prévus de façon justement à transformer localement et faire avancer localement ce secteur. Quelle place occupe aujourd'hui la donne environnementale dans vos projets, à vous, dans vos projets industriels? D'abord, merci beaucoup déjà pour m'avoir sollicité à faire ce panel. En tant que pionnier de la filière noix de cajou, on existe maintenant depuis 30 ans. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de vraiment pouvoir marquer notre génération par toutes les étapes que nous avons faites, c'est-à-dire depuis la transformation manuelle, semi-manuelle, jusqu'à maintenant automatique que nous faisons en ce moment. Nous essayons d'incorporer l'environnement dans toutes nos décisions futures ou dans nos investissements. Donc, en ce moment, ce qu'on essaie de vraiment faire, c'est de pouvoir travailler avec les coques de noix de cajou afin de pouvoir vraiment rendre notre usine éco-friendly. On a une usine d'environ 15 000 tonnes de noix de cajou. Nous essayons de pouvoir apporter une valeur ajoutée c'est-à-dire aux résidus de noix de cajou pour pouvoir créer de l'électricité. Et ça, c'est très bon pour l'environnement et ça permet de pouvoir aussi faire des économies au niveau de l'électricité. Bon, ça, c'est à notre niveau, mais on est aussi suivi par d'autres organismes gouvernementaux comme le SIAPRO ou encore le PPCA qui a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire afin de pouvoir encourager les entreprises à être plus éco-friendly. Donc, c'est vraiment la pierre qu'on essaie de pouvoir porter et on encourage aussi les industries à essayer de pouvoir collaborer avec ces organismes-là afin de pouvoir se mettre dans les règles et aussi pouvoir apporter de la valeur ajoutée à ce qu'ils produisent, notamment la noix de cajou. Merci beaucoup. On voit bien que la notion d'accompagnement est cruciale en ce domaine. Je voudrais revenir avec vous, Monsieur Iken, sur l'énergie verte, qui est un point très important. On vient de le souligner aussi. L'accès à une énergie verte est central dans le développement de ces industries. Concrètement, comment le Maroc organise-t-il sa transition et est-ce que les infrastructures et la technologie permettent ensemble la décarbonation? Écoutez, nous avons lancé au Maroc il y a 11 ans un plan important, une nouvelle stratégie énergétique incluant une forte utilisation des énergies renouvelables. Et ça a commencé au Maroc au niveau de la très haute tension. Donc, le gouvernement marocain a souhaité commencer à remplacer les grandes centrales, qui étaient des centrales à charbon, par des centrales solaires et éoliennes. Maintenant, de plus en plus, et au courant de ces dernières années, et la CGEM pousse pour que ces solutions technologiques renouvelables et propres puissent également profiter d'un cadre réglementaire propice pour une meilleure intégration et implémentation au niveau de la moyenne tension, pour permettre aux entreprises et aux industries de profiter de ces technologies propres. Vous savez sûrement que nous avons assisté au courant de ces 10 dernières années à une baisse massive des prix du solaire photovoltaïque. Nous étions, il y a plus de 10 ans, à plus de 35 centimes d'euros le kilowattheure. Aujourd'hui, nous sommes en dessous de 5 centimes d'euros le kilowattheure. Donc, une véritable opportunité pour créer une compétitivité énergétique de nos entreprises. En même temps, il est important aussi de consolider les actions à travers des mesures et des actions d'efficacité énergétique. Le Maroc met en place des ESCO, et puis il y a aussi une super ESCO qui a été mise en place, des sociétés de services énergétiques pour accompagner justement les entreprises
Nous avons des exemples où des entreprises ont pu, à travers des solutions de digitalisation dans la gestion de l'énergie, en utilisant aussi l'Internet des objets, baisser la facture énergétique de plus de 40-50% à travers une optimisation, une meilleure gestion de l'énergie. Donc, tout cela, c'est des instruments que nous soutenons. C'est important de mettre tout cela en place. Et puis, il y a aussi de nouvelles solutions technologiques qui arrivent. Il y a l'utilisation directe du solaire thermique. Lorsque j'entends Madame Touré parler justement de la transformation dans ce secteur de l'industrie agroalimentaire, il est possible de remplacer des procédés qui aujourd'hui utilisent des énergies fossiles, fuel et autres, par des procédés qui utilisent de l'énergie thermique, de la chaleur, à travers des process et des technologies solaires. C'est possible également aussi de produire du froid industriel. Donc, il y a énormément de solutions aussi qui sont en train de se développer, qui ne sont peut-être pas adaptées aux pays du Nord, puisque là, il n'y a pas les mêmes ressources, la même intensité, le même nombre d'heures d'ensoleillement, mais qui pourront être implémentées au niveau de plusieurs pays africains et puis pays subsahariens. Et dans ce contexte-là, c'est justement très, très important d'accompagner justement le renforcement des capacités, l'adoption de ces technologies, et la coopération est vraiment importante, une coopération nord-sud, mais aussi une coopération nord-sud-sud. Très bien, merci beaucoup. On le voit bien, il y a la question donc des énergies renouvelables, il y a également le renfort de la tech, qui est très important pour, notamment vous avez parlé de l'IoT. Et puis il y a finalement la question, si on veut une transformation verte dans les industries, on veut également des industries qui se développent. Et donc je me tourne vers Sarata Touré-Koné. Lorsque nous avons préparé ce débat, on a beaucoup parlé de certification, notamment de certification bio, qui, vous me l'avez-vous dit, vous ont permis notamment de créer une chaîne de valeur plus directe et donc de pouvoir aller aussi vers de nouveaux marchés. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Oui, effectivement, lorsqu'il s'agit des certifications, c'est vraiment des sujets assez importants pour nous au niveau de l'industrie de noix de cajou, parce que la filière anacarde est vraiment une filière assez complexe lorsqu'il s'agit de pouvoir arriver au produit fini. Et lorsqu'on parle de produit fini, on parle du consommateur final. Et c'est vraiment ce qu'on recherche lorsqu'on parle de certification. Maintenant, la certification bio est très importante parce qu'elle permet de pouvoir avoir une traçabilité sur le produit de A à Z. Et c'est ce que nous, on essaie de faire en tant que pionniers. Nous avons des champs de noix de cajou à Oudéné et nous faisons un travail vraiment remarquable lorsqu'il s'agit de la traçabilité. Raison pour laquelle nous cherchons cette année à pouvoir obtenir la certification bio qui nous permettra de pouvoir envoyer nos produits, que ce soit, et je ne parle pas des produits semi-finis, voilà, je parle des produits finis, envoyer la marque CITA, que ce soit en France ou bien dans d'autres régions, pour que les gens puissent connaître les noix de cajou de CITA et voir qu'il y a une traçabilité de A à Z. Et puis les gens jusqu'à ce qu'ils ont ça dans la main ou bien quelque chose comme ça. C'est vraiment important pour nous et on essaie vraiment de se mettre dans cette ligne de conduite-là afin d'obtenir ce genre de certification qui permettront aussi de pouvoir rassurer pas seulement le consommateur final, mais de pouvoir se positionner vraiment en tant que confirmer la position de leader que nous avons dans la filière, mais aussi pouvoir encourager d'autres entreprises à pouvoir se mettre dans les normes. Et ça, c'est très important, que ce soit pour l'État de Côte d'Ivoire ou encore pour tous les consommateurs de noix de cajou dans le monde. Très bien. Madame Chen, si vous permettez, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Madame Touré sur les certificats bio. Eh bien, j'aimerais aussi mettre en avant l'importance aussi de se préparer par rapport aux certificats d'origine de l'électricité verte et de cette énergie verte. Nous savons que l'Union européenne est en train de mettre en place progressivement une taxation, une taxe carbone pour les produits. Et donc, il va être également aussi très, très important d'implémenter des solutions et des technologies pour la production
d'électricité ou d'énergie propre de manière générale, mais il faudra également travailler sur les certificats de garantie d'origine de cette électricité pour permettre et pour être capable de profiter justement de cet avantage et de pouvoir justement exporter des produits qui seraient bio et en même temps qui seraient énergétiquement bas carbone. Tout à fait. En fait, ça doit être un mix vertueux qui permette à la fois d'être dans une transformation verte du point de vue énergétique, mais également de permettre aux produits et à l'industrie sur le continent de se développer. Et ça, pour moi, ça me semble très important. Alors justement, Monsieur Ikem, lorsqu'on a également préparé donc cette séquence, on a parlé effectivement de l'énergie, mais on a aussi évoqué le fait qu'en gros, il faudrait quand même qu'il y ait un saut qualitatif, pas seulement dans l'énergie, mais aussi sur le plan industriel, de façon à ce que justement, cette chaîne de valeur puisse créer des emplois. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors écoutez, clairement, je pense que cela est aujourd'hui une nécessité. Nous avons pu remarquer et nous avons tous souffert de cette crise pandémique qui a également aussi impacté et causé une crise économique au niveau de différentes régions, un impact aussi sur la logistique, sur le transport, sur le sourcing. Et donc, il est important aussi de développer des pôles régionaux et des pôles industriels. Et en ce qui concerne le développement de cette économie verte, le développement de ces filières, il va être aussi très, très important de contribuer à un développement de contenu local et d'intégration industrielle locale pour éviter, encore une fois, une dépendance ou pour éviter que les valeurs ajoutées par rapport à ces nouvelles filières soient toutes transposées au niveau de l'Asie. Et donc là, je pense que c'est très, très important de développer les partenariats, de développer un transfert de technologie, un transfert de savoir-faire avec une vision de complémentarité pour mettre en place ces pôles industriels. Il y a énormément de défis pour pouvoir justement avoir une forte intégration des énergies renouvelables et puis des différentes technologies pour avoir une énergie propre. Je commencerai par le renforcement des capacités. C'est pour ça que la coopération est importante. L'aspect relatif également aussi au partenariat public-privé, je pense que c'était une des clés de voûte et un des secrets aussi de ce développement important au niveau de notre pays. C'était vraiment un fort partenariat public-privé. Les financements, je pense que c'est également aussi primordial de mettre en place des fonds de garantie et avoir des fonds souverains pour pouvoir garantir les projets qui aujourd'hui deviennent clairement viables, mais il va falloir aussi mettre en place des garanties et puis aussi contribuer à mettre en place un cadre réglementaire propice, intégrant également aussi des préférences nationales et une part d'intégration industrielle locale. Ça, c'est très important. Je pense que nous souhaitons clairement décarboner nos économies, décarboner les économies africaines, mais on souhaite également clairement créer des emplois et contribuer à avoir un Made in Africa vert. Désolé, excusez-moi. Vous voulez rebondir? Voilà, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure parce que c'est assez important, que ce soit au niveau des industries, vraiment c'est très important. Mais en séance préparatoire, j'ai eu à discuter avec Madame Chen. Aujourd'hui, les industries en Afrique, c'est très difficile de pouvoir se mettre dans une position de certification, comment vous dites, économie verte, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau des technologies. Et pour se dire la vérité, c'est très dur parce que, comme vous le dites, il n'y a pas nécessairement les ressources pour le faire. En général, quand les industries, elles ont ces ressources-là, elles préfèrent les réinvestir. On peut dire on va les réinvestir dans le social ou bien on va le réinvestir, par exemple, pour pouvoir
créer une nouvelle capacité pour la société. C'est rare qu'on investisse réellement dans le digital ou bien dans l'environnement ou quelque chose ou bien dans les certifications. Donc, c'est vraiment un très grand challenge. Et sur ce que vous venez de dire, c'est très vrai. Mais je voulais aussi souligner les difficultés que certaines industries peuvent avoir. Parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité, même si tu as la volonté, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de pouvoir vraiment mettre son usine ou bien son industrie dans ces genres de conditions éco-friendly, avec des situations où on se retrouve vraiment dans une situation où les difficultés sont présentes et c'est très compliqué pour pouvoir arriver à l'objectif final. Oui, vous avez totalement raison, Madame Touré. Si vous permettez, Madame Chen, je vous en très prie. Rapidement, en 30 secondes ou 60 secondes, j'aimerais justement réagir. C'est pour ça, Madame Touré, que j'ai parlé des fonds de garantie. Je souhaiterais partager avec vous un projet qui a été implémenté au Maroc, un programme qui s'appelait le MORCEF. Donc, c'était un programme, une ligne de financement, de projets verts, d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Il y a eu plus exactement 260 projets d'industriels et d'entreprises qui ont été financés. Et c'est avec une enveloppe de 110 millions d'euros. Donc, c'est une ligne de financement de la BIRD avec la BEI, la FD, la KfW, et ça a très, très bien marché. Et donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, lorsque nous avons un coût qui va nous un coût des énergies renouvelables ou du solaire qui va nous permettre de baisser la facture énergétique, lorsque nous avons des actions et des mesures qui vont nous permettre également aussi de baisser la facture énergétique, c'est possible d'avoir aussi des financements. Mais en même temps, au niveau des gouvernements, c'est important d'avoir aussi des fonds souverains. C'est ce qui va permettre d'attirer ces lignes de financement de projets verts pour permettre justement aux entreprises de ne pas alourdir aussi leur caisse et de faire financer ces projets qui peuvent être amortis en quelques années, même en moins de 5 ans. En tout cas, vraiment, c'est vraiment très bien ce que vous venez de dire. Et c'est vraiment, je sais que l'État de Côte d'Ivoire essaie de vraiment se mettre dans ce genre de conditions-là afin de pouvoir encourager les entreprises, essayer d'aller vers des fonds extérieurs. C'est vraiment important. Et moi, en tant qu'industrielle, puisque je suis dans plusieurs associations d'industriels, c'est pas toutes les industries, malheureusement, qui ont la connaissance de ce genre de fonds. Même ce que vous venez de dire là, moi, je n'étais pas au courant. Voilà, c'est quelque chose d'assez important pour nous et ça nous encourage à pouvoir vraiment s'informer sur ce genre de fonds-là et puis aussi avoir l'opportunité de pouvoir les rencontrer, pourquoi pas même ne pas être soutenu dans nos initiatives. Voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup. Nous allons bientôt terminer cette séquence. Monsieur Eken, voulez-vous dire un petit mot de conclusion? Alors écoutez, oui, merci de me donner cette opportunité. Je crois très fort, je prêche pour ma paroisse, très fort aux technologies propres, au développement technologique, à la recherche, développement et innovation, surtout au niveau de notre continent, et également aussi à la coopération. Et je souhaiterais informer Madame Touré, c'est sûr, ce n'est pas encore public parce que nous n'avons pas encore fini cette plateforme technologique, donc une plateforme de tests, de recherche et de formation et d'innovation dans le domaine des technologies propres et plus précisément pour le solaire. Donc, il y a une plateforme qui s'appelle le Green Energy Park, MCI, Maroc-Côte d'Ivoire, est en cours de construction à Yamoussoukro avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, avec l'Université Mohamed VI Polytechnique ici au Maroc et aussi IRSN, l'institut dont je suis responsable. Et cette plateforme, ce centre de recherche, comme a cité tout à l'heure Madame Chen, qui se veut être un pont entre le monde académique et le monde socio-économique, va pouvoir accompagner les différentes entreprises et industries à intégrer et à adopter des solutions et des technologies propres pour leur process industriel. J'ai cité tout à l'heure l'utilisation directe du solaire thermique pour remplacer l'énergie fossile, pour le séchage, pour différents process. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est une
véritable fierté, un véritable aussi modèle de coopération Sud-Sud qui est en train de voir le jour et nous serons bien sûr aussi ravis de vous accompagner et de vous soutenir. Voilà ce que je voulais vous dire. Très bien. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin, Serata. Oui, merci déjà. Merci encore à M. Iken parce que grâce à lui, j'ai pu savoir qu'il y a beaucoup de solutions ici. Je vais essayer de me rapprocher des personnes adéquates parce qu'on veut avancer. Déjà, merci aussi à la Tribune Afrique de nous avoir donné cette opportunité de s'exprimer parce que c'est très important en tant qu'industrie africaine de pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait concrètement au niveau de l'environnement, au niveau de la transformation verte. Et je suis très heureuse d'avoir participé à ce panel. Merci. Très bien, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et donc, ce panel a montré la dimension partenariale. Et nous avons également évoqué la problématique de financement. On va voir ça tout de suite et approfondir ce sujet avec une interview sur la finance verte. À tout de suite. Merci, Madame Chen. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.